Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet atelier sur les développements, nouvelles opportunités de développement en Méditerranée sur le secteur du maritime et le secteur de l'énergie en particulier. Notre intervenant de l'industrie touristique venait de l'étranger, n'a malheureusement pas pu se joindre à nous. Donc on concentrera nos forces et nos interventions sur le maritime, l'énergie, avec aussi l'intervention de Nicolas Bassan en tant qu'entrepreneur qui donnera son témoignage sur l'ensemble de ces secteurs et comment il voit ces développements. Donc je voudrais tout d'abord saluer nos speakers qui sont là, merci beaucoup. Et avant de passer la parole à Julie et de la présenter qui fera l'animation de l'ensemble de l'atelier, je voulais vous dire, et merci à tous d'être là, et merci aussi aux internautes en digital d'être là. Avant de démarrer, je voulais juste dire quelques mots sur le choix de cet atelier, pourquoi et qui nous sommes. Donc avec ma collègue Sylvie, nous sommes toutes les deux responsables des partenariats européens et internationaux chez BPI France. Et sur cette activité, nous avons l'occasion de côtoyer de nombreux homologues qui sont soit des agences de financement des PME, des agences de l'innovation, des fonds de garantie. Et bien sûr, nous avons beaucoup d'homologues et de contacts avec nos collègues de la Méditerranée, Italie, Espagne, Grèce, mais aussi Égypte, Tunisie, Maroc, Algérie. Donc ces nombreux contacts font que nous sommes aussi impliqués dans diverses plateformes ou réseaux, comme des contacts avec Emerging Valley, on en parlera tout à l'heure, des contacts avec Anima, qui est une plateforme de coopération entre l'Europe, l'Afrique et la Méditerranée. Nous sommes également impliqués dans Euromed Capital, qui est une association qui a vocation de rassembler les acteurs de la Méditerranée, notamment les investisseurs, les avocats, les cabinets de consultants, tous ceux qui travaillent autour de la Méditerranée. Donc c'est à ce titre que nous avons souhaité organiser cet atelier, parce que ce sujet nous tient à cœur et qu'au-delà d'une proximité très naturelle sur certains secteurs clés, il y a aussi des défis qui sont des défis géopolitiques, des défis de toutes sortes. Et il y a aussi des enjeux communs que nous devrions essayer au mieux de résoudre ensemble et travailler ensemble pour les résoudre. Donc je remercie tous les intervenants. Je vais passer la parole à Julie Lankried-Guerik, qui est donc d'Emerging Valley. Alors, je reprends la bio de Julie. Julie est consultante senior, chercheur et journaliste Afrique sur les questions économiques et d'innovation. Elle est directrice des opérations de Startup Bricks, Emerging Valley et Emerging Mediterranean, les trois marques fondées par Samir Abdelkrim. Elle a une expérience très forte sur le continent africain. Elle a travaillé au Nigeria. Et elle a travaillé dans différentes institutions, ministère des Affaires étrangères et d'autres institutions, ministère de la Défense. Donc je vais maintenant lui passer la parole pour l'animation de cet atelier. Merci Julie et merci à tous nos intervenants. Merci beaucoup Isabelle et merci à Isabelle et Sylvie pour l'organisation de cet atelier. Donc je suis très heureuse de tous vous retrouver ici et d'être également avec nos quatre experts. En préparant ce débat, on a eu beaucoup d'engagement, beaucoup de passion et je peux vous promettre que les débats vont être extrêmement enrichissants. J'espère que vous allez tous être intéressés par ce qui va se dire. Donc on est là pour parler Méditerranée, transition énergétique, opportunités également, et puis maritime et énergie bien sûr. La Méditerranée, on le sait tous, mais on a tendance à l'oublier, c'est un espace plurimillénaire d'échanges, de commerce, de crise aussi. Et une crise, on est en train de tous en vivre une. On espère qu'elle touche à sa fin, mais elle a apporté pas mal d'enseignements. Et s'il fallait en retenir deux, je pense, pour la région qui nous occupe aujourd'hui, je pense qu'on pourrait retenir le local, l'importance de travailler avec des partenaires proches. On a tous été confrontés, entreprises du sud, du nord de la Méditerranée, à des énormes problèmes de fournisseurs, d'aménagement, de rupture d'approvisionnement pendant le Covid. Et on voit l'importance de revenir au circuit court, de revenir à des choses plus axées sur la proximité. Et puis je retiendrai aussi la digitalisation, le formidable saut vers le numérique qu'a entraîné le Covid,
qui représente, je pense, une opportunité pour toutes nos industries. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler donc autour de ces deux leviers. Je pense qu'ils peuvent peut-être nous servir un petit peu de guide pour nos différents sujets, pour savoir finalement comment saisir ces nouvelles opportunités et mieux travailler entre rive nord, rive sud pour accélérer les coopérations. Donc je me tourne à présent vers nos experts. Je suis très heureuse de pouvoir discuter avec eux aujourd'hui. Et je vais commencer par céder la parole à Eva Pied. Eva qui est au sein de la direction interministérielle à la Méditerranée, auprès de l'ambassadeur et du délégué interministériel à la Méditerranée, Karim Amelal. Et donc Eva, je vais vous laisser vous présenter et aussi présenter la DIMED et ses activités. Oui, bonjour, Eva Pied de la délégation interministérielle à la Méditerranée au ministère des Affaires étrangères. Donc la délégation interministérielle à la Méditerranée, sous l'autorité de son ambassadeur et délégué interministériel, anime et coordonne la politique méditerranéenne de la France dans une vision de coopération. C'est vraiment une politique qui est tournée vers les sociétés civiles, vers les liens qui existent entre une rive et l'autre sur des sujets fédérateurs comme l'innovation, l'entrepreneuriat, la culture, le patrimoine, l'environnement, la biodiversité. Avec une double casquette, une casquette interne et nationale de coordination entre ministères des positions françaises et une casquette internationale de représentation avec pour objectif d'entraîner nos partenaires et les institutions méditerranéennes vers une logique plus tournée vers les sociétés civiles, vers la jeunesse et vers le soutien aux projets et aux initiatives sur le terrain. Merci beaucoup Eva. Je me tourne ensuite vers vous Lisa. Donc Lisa Guerrera qui est Director of Modeling and Monitoring pour l'OME, donc qui est l'Observatoire méditerranéen de l'énergie. Lisa, est-ce que vous pouvez peut-être préciser vos activités et puis aussi votre rôle en tant que Director of Modeling and Monitoring? Oui, merci. Bonjour, merci à tous d'être ici. Alors effectivement, moi je suis directrice à la division de modélisation et de veille à l'Observatoire méditerranéen de l'énergie. Donc c'est une association à but non lucratif qui regroupe les compagnies et organisations qui opèrent sur le pourtour méditerranéen. Alors nos spécificités, c'est que ça fait 30 ans qu'on est dans le domaine et qu'on couvre absolument toutes les énergies et transverse. On est autant sur la production que sur la demande et on promeut depuis toujours la coopération et le dialogue entre nos partenaires, mais aussi avec les institutions. Et donc on travaille énormément avec la Commission européenne, on a fait beaucoup de projets avec eux et on gère notamment certaines plateformes d'énergie de la Commission. On a aussi un volet études, donc ça c'est là où j'interviens un peu plus, et on fait des études sur la Méditerranée et notamment la dernière publication qu'on a faite où on présente des scénarios jusqu'à 2050 pour la demande en énergie et la production. Et un des scénarios, donc celui de la transition carbone, a été fait en collaboration avec la Commission européenne, justement, donc sur la décarbonisation à 2050. Donc voilà pour nous. Merci beaucoup Lisa. Je me tourne vers vous Paul. Vous êtes directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime. Donc même question, est-ce que vous pouvez un petit peu présenter le rôle de cet institut et vos activités? Alors bonjour à tous. Institut, c'est un beau nom en fait. On est surtout un observatoire de la même manière. Nous, on travaille sur les industries navales, portuaires et maritimes, c'est-à-dire en fait toute la chaîne autour du transport des passagers et du fret. On est basé à Nantes-Saint-Nazaire, plus particulièrement à Saint-Nazaire, sous les portiques des chantiers de l'Atlantique, évidemment, et très proche du port. Notre mission, c'est celui d'un observatoire, c'est-à-dire qu'on est là pour donner du sens à l'information maritime, à l'actualité. On a plein de journalistes, plein de sites qui donnent beaucoup d'informations. Quand on connaît le secteur, on est souvent bombardé de communiqués de presse et d'informations. Nous, on essaye de donner du sens. Et si ça vous intéresse, sur isemar.fr, il y a nos notes de synthèse qui sont assez célèbres. On doit être à 230, je crois, depuis 1997. Et chaque mois, gratuitement, avec
avec la subvention de nos territoires et un petit peu de contrats privés. On met à disposition cette information. Alors pour vous dire, vous avez parlé de crise. Alors vous savez qu'on ne vit pas forcément une époque très néfaste pour le transport maritime, c'est plutôt le contraire. Alors évidemment, il y a les ferries, la construction navale, et on le sait bien, puisque chacun, à notre manière, on est impliqué dans la construction navale de croisière. On sait que c'est un peu difficile. Par contre, le transport de conteneurs est actuellement en plein boom, et on voit comment justement on vit une crise assez exceptionnelle, des secteurs qui sont très affectés et des secteurs qui sont plutôt même en tension, et d'où le sens d'un observatoire comme le nôtre, c'est de pouvoir aussi, quand les journalistes appellent, j'étais hier encore avec CMA CGM qui cherchait aussi des éléments de langage, parce que les entreprises doivent aussi communiquer sur leur performance dans cet environnement un peu difficile. Et puis pour le Méditerranée, on y est très attaché, même si je viens des bords de l'Atlantique, parce que Marseille, parce que les ports méditerranéens, parce que la rive sud, ces partenariats qu'on peut avoir avec la Turquie, le Maghreb, l'Afrique du Nord et le Proche-Orient est relativement important, y compris pour notre économie maritime de proximité, parce qu'il n'y a pas que la Chine, évidemment, il y a aussi des partenaires économiques, on en reparlera dans quelques minutes. Merci beaucoup Paul. Donc on voit des publications pour l'un, des notes pour l'autre, beaucoup de matière pour ceux qui souhaitent aller chercher plus loin sur leur site internet respectif. Last but not least, I'm turning to you, Nicolas. So Nicolas is an English speaker. He's actually Italian, but he understands perfectly French, but he'd rather speak in English. So we'll oblige. So Nicolas Bassan, you are Vice President Associated for Research and Innovation at Fincantieri. So can you please introduce yourself, and even if everybody knows Fincantieri, maybe what you precisely you do? Okay, perfect. Thank you for having me here and for listening to me in English. I'm Nicolas Bassan. I work since 7 years at Fincantieri, and I'm coordinating activity in research and innovation. So it means that I'm looking forward to new technologies that will change the market, the shipping market, the shipbuilding market as we know it today. It's a strange job, my job, because I'm looking to technologies that are around in other industries that are currently used, but with the perspective of putting it on the ships in 5 or 6 or 7 years, because the life cycle of our production is very slow. We take 3 to 4 years to build a new ship, starting from scratch, so from the design phase. Fincantieri is a multinational company headquartered in Italy, but we have shipyards everywhere, basically in the world, in every continent. We are 2,000 employees, and we are building our focus is on building the high added value ships. So we are not doing activities that are directly competing with the Southeast Asian companies that are building, for example, the carriers that transfer freights from China to here. But we are focusing on building cruise liner ships that are servicing, for example, the offshore sector and defense vessels. So it's everything that has a lot of technology in it, and for this reason we are also well positioned in help fostering the energy transition in the shipping industry, and this is particularly relevant for the Mediterranean, because the Mediterranean is almost all a protected area in which you have to have you need to have low footprint ships traveling from shore to shore. Grazie mille, Nicolas. Merci. Merci beaucoup. Donc, vous connaissez maintenant nos 4 experts. On va entrer à présent dans le vif du sujet. Et pour ça, on va commencer par un panorama global qui va vous aider un petit peu à comprendre pourquoi, finalement, la Méditerranée, qu'est-ce que cette zone a de si stratégique. Et pour ça, je vais céder la parole à Eva, qui va nous faire une keynote introductive de quelques minutes. À vous la parole, Eva. Merci beaucoup. Je suis heureuse d'être ici avec vous pour parler de Méditerranée, avec un point de vue un peu différent, plus diplomatique, peut-être un peu plus institutionnel, mais qui peut-être éclairer ces débuts de discussion. Je suis heureuse surtout de voir la Méditerranée associée au mot opportunité au pluriel même. C'est vrai que c'est un mot qui lui va bien, et souvent la Méditerranée est associée à d'autres mots qui peuvent entretenir des fantasmes sur cette mer commune et des imaginaires un peu dépassés de la région. La Méditerranée
est bel et bien un espace d'opportunité pour plusieurs raisons. La première, qui est forcément la plus évidente, c'est que la Méditerranée est située à un emplacement stratégique. C'est une interface, une ouverture possible vers 23 autres pays de 3 continents, Europe, Afrique, Asie, qui représentent d'est en ouest, de son bord qu'on appelle occidental à son bord qu'on appelle oriental, plus de 400 millions d'habitants. La force qui réside dans ce voisinage proche, on en parlait tout à l'heure, elle se mesure d'autant plus à la suite de la crise sanitaire où l'échelle régionale, on le sait, s'affirme de plus en plus comme l'échelle pertinente face aux difficultés qui ont été causées par les dernières décennies de fracturation des chaînes de production et d'approvisionnement. La mer Méditerranée, c'est bel et bien la mer de toutes les opportunités, notamment car elle concentre un potentiel singulier qui est dans le dynamisme de ses sociétés civiles, de ses populations et en particulier de sa jeunesse. Encore une fois, la Méditerranée est souvent décrite par ses lignes de fracture, par ses contrastes, mais elle a en réalité en partage ce vivier de jeunesse où on trouve les forces vives de demain, des futurs acteurs et décideurs, une jeunesse qui est éduquée, formée, investie, engagée, prête à entreprendre, et avec laquelle, bien sûr, s'ouvrent de nouvelles perspectives de développement et de croissance à long terme. Surtout d'une part et d'autre de la Méditerranée, qu'on soit du côté chef d'entreprise, du côté gouvernement, du côté secteur privé ou secteur public, on a des défis communs, bien sûr, notamment sur les 3 domaines qui nous occupent. Comment dépasser ce modèle qui est devenu assez limité du tourisme de masse, comment aller vers un tourisme plus local, plus responsable, comment construire des connexions maritimes renforcées, comment moderniser nos installations portuaires, comment construire des modèles de transport maritime connectés et décarbonés, et j'en passe. La dimension des enjeux et des possibilités appelle donc à renforcer les échanges et les coopérations. C'est quelque chose qu'on fait au niveau national à travers les enceintes de dialogue méditerranéennes, donc notamment l'Union pour la Méditerranée, le dialogue 5+5. C'est aussi un effort qu'on entreprend au niveau européen, puisque la France promeut une politique de voisinage sud, donc la politique entre l'Union européenne et ses voisins de la rive sud, renforcée, renouvelée et tournée vers des secteurs clés, tournée vers la jeunesse, tournée vers l'environnement, tournée vers le digital. En réalité, la politique française en direction de la Méditerranée, elle cherche réellement à promouvoir des initiatives et des projets concrets, à rétablir une image positive de notre mer commune et à montrer que la Méditerranée est une région où peuvent naître et se déployer les solutions de demain. Les entreprises ont tout à gagner dans cette dynamique qu'elles souhaitent faire naître leur activité sur le bassin méditerranéen ou qu'elles souhaitent s'élargir vers la rive sud. De nombreuses initiatives, d'ailleurs, ont essaimé partout sur le pourtour méditerranéen et nous, à la délégation interministérielle à la Méditerranée, on le voit chaque jour dans notre travail, on le voit dans chacun de nos déplacements et les discussions qui vont suivre en sont évidemment des exemples concrets. Et en contribuant à cet écosystème et à cette dynamique, vous trouverez d'ailleurs que les acteurs du Nord on le dit assez peu et il faut le dire plus, parfois à apprendre, beaucoup à apprendre des acteurs du Sud. En réalité, les opportunités méditerranéennes dont on va discuter, elles se trouvent vraiment dans les réponses que vous pourrez formuler en tant qu'entrepreneur aux exigences croissantes à la fois des consommateurs, des citoyens, de manière générale, de la jeunesse en matière sociale, en matière environnementale, avec leur potentiel d'emploi, de nouvelles débouchés, d'innovation. L'objectif, c'est vraiment d'effectuer dès maintenant les transitions nécessaires dans nos modes de production et de transformation, parce qu'il ne s'agit pas de calquer en Méditerranée des mauvaises habitudes du passé, dont les limites ont été largement montrées avec la crise sanitaire. Il s'agit en Méditerranée de déployer tous vos efforts d'imagination pour faire de manière plus durable, faire de manière plus responsable, plus engagée et plus éthique.
Cet atelier vous permettra, je l'espère, donc de vous projeter dans la Méditerranée en déplaçant le curseur au-delà d'une analyse parfois réductrice de cette région et qui a d'une part tout son rôle à jouer dans le contexte post-Covid de reconstruction des liens économiques et qui d'autre part n'a jamais donné à voir autant de changements, d'initiatives conjointes, d'innovations sur les défis communs de transition écologique et énergétique. Je conclus par vous donner un rendez-vous en février prochain à Marseille, au Parc Chano, pour le Forum des mondes méditerranéens qui a été annoncé par le président de la République et qui sera un événement centré sur les sociétés civiles, associations, entreprises, collectivités territoriales, avec pour objectif de mettre en valeur, de renforcer et de créer les coopérations entre les deux rives. Il sera donc un lieu privilégié de discussion, de partage et de networking autour des thématiques et de thématiques fédératrices et donc notamment de l'innovation, de l'entrepreneuriat, du digital. Et j'espère que ce sera pour vous un espace pour amplifier peut-être les projets et les échanges qui vont naître à la suite de cet atelier et de Big. Merci beaucoup. Merci beaucoup Eva pour ce premier panorama extrêmement instructif. Donc on voit une région qui souffre un petit peu d'une image et d'une vision un petit peu passéiste, d'une région qui est perçue assez négativement, mais qui pourtant dispose d'énormément d'atouts, donc sa jeunesse, sa société civile. Et puis vous avez parlé aussi beaucoup d'entrepreneuriat, d'économie. Donc on va en parler directement avec nos intervenants. On va ouvrir cette table ronde avec un premier tour peut-être sur les constats. Qu'est-ce qui se passe finalement dans vos secteurs respectifs, que ce soit sur l'énergie, que ce soit sur le maritime, sur l'économie. Qu'est-ce qui se passe et quels sont les grands enjeux? Est-ce que le Covid a changé les choses et quelles sont surtout les opportunités? Donc je vais commencer par vous, Paul. Donc la Méditerranée est avant tout un espace maritime, hein, mais finalement, quelle est la différence entre cet espace et les autres espaces similaires à travers la planète? Quelles sont ses spécificités est-ce qu'il a peut-être une place particulière, une situation dans le monde face aux autres carrefours d'échange à travers la planète en termes d'échange, en termes de commerce? Alors évidemment, on entame sans doute notre 4e millénaire d'économie maritime en Méditerranée, il ne faut pas l'oublier, ça a toujours été important. La place de Marseille notamment s'est développée sur ça, mais aussi Livourne, aussi Trieste, si on parle de la rive nord ou Barcelone. Aujourd'hui, je vais laisser l'énergie qui va être abordée après, d'abord les céréales par exemple. On l'oublie encore, enfin on le sait très bien, ce pays est une puissance agricole, mais une puissance agricole qui est très concurrencée aujourd'hui en Méditerranée, parce que la Russie et l'Ukraine pèsent de plus en plus, et sur des marchés naturels qui étaient justement l'Algérie, le Maroc, la Tunisie ou l'Égypte, la situation est moins favorable. Ça veut dire qu'il faut se battre, ça veut dire aussi que les choses changent, ça veut dire qu'il faut aussi aller sur d'autres produits, des produits agroalimentaires par exemple, de qualité, et pas forcément le ronronnement qu'on pouvait par exemple avoir en Afrique du Nord, par exemple sur l'Algérie, quand vous allez voir un armateur et qui vous dit la première marchandise exportée c'est de la mayonnaise Le Sieur, ça pose des questions aussi sur la performance économique et justement sur le ronronnement qu'on peut avoir par rapport à ce type de marché. L'émergence économique, alors elle touche plutôt le Maroc et la Tunisie peut-être que l'Algérie, mais on voit aussi la Turquie qui est un pays relativement important. Alors de preuves, hein, c'est les 60 000 remorques qui vont entre Marseille et Tunis par année. Ça c'est l'intégration économique de la Tunisie par rapport à, notamment en sous-traitance. On a la Turquie aussi qui fait pratiquement le même nombre de remorques sur 7. Et là c'est la preuve qu'on a un niveau de sous-traitance et on a dépassé ça puisqu'on a ce type de pays qui est un gros fournisseur. Alors on sait que les histoires politiques de la livre turque et tout ça peuvent un peu faire vaciller des fois les choses, mais on a l'exemple, et puis le Maroc. Bon, évidemment, la maritimité touche plutôt l'Espagne, mais on a une ligne qui s'est montée à Marseille assez innovante aussi. On voit bien que c'est 3 pays qui font partie de la Méditerranée, la rive sud intégrée et qui est relativement dynamique. Alors, je l'ai dit, les conteneurs sur l'Algérie notamment, sur les conteneurs à nouveau sur la Turquie, sur l'Égypte. Donc, on a bien un grand bassin d'échange qui se développe. Et là c'est la marchandise. Et puis après, il y a les infrastructures. Tout le monde a entendu parler des routes de la soie. Les routes de la soie sont des fois un fantasme. Ils peuvent être une réalité, mais en tout cas, on a des développements en cours en Algérie. Alors évidemment, à la vitesse de l'Algérie, j'allais dire. On a des développements en Tunisie, le grand projet du port d'Enfida qui a été relancé. On a Nador Ouest au
au Maroc. On a des projets de CMA, CGM aussi en Égypte. Donc des projets portuaires, pas forcément sur les construire, même si on voit que nos grandes entreprises de BTP peuvent être là, mais aussi on a des plateformes logistiques qui se développent. On a des interfaces, on a pas mal de choses. Donc c'est l'ensemble du... La France peut pas, ou les entreprises françaises ne peuvent pas forcément répondre à l'ensemble de ces choses, mais en tout cas, il y a un marché méditerranéen qui est à la fois celui de la marchandise et de l'infrastructure, et il est heureux et toujours intéressant de développer, même si on a des locomotives comme ces grandes entreprises de BTP ou justement CMA, CGM, on a aussi besoin de tout un tissu, et notamment un tissu innovant. Peut-être j'en reparlerai tout à l'heure si on reparle d'innovation. Alors évidemment, il y a toujours les passagers, la croisière, le ferry qui sont des secteurs. Bon là évidemment, les constructeurs, et venant de Saint-Nazaire, mon constructeur est un peu moins méditerranéen que mon voisin. Évidemment, quand on parle de construction navale, c'est plutôt Fincantieri avec sa puissance qui se développe. Mais quand on voit aussi des fois, alors d'ailleurs Fincantieri l'a fait en Roumanie avec une de ses filiales, on voit aussi les faiblesses aussi du marché croate. On voit peut-être qu'il y a des opportunités alors d'investissement, de croisement de ces grandes entreprises, parce qu'on sait, alors vous savez bien que maintenant, les chantiers de l'Atlantique sont plus proches par son actionnaire de la BPI que de Fincantieri, mais ça n'empêche qu'on a des grandes entreprises européennes, alors Alstom ou pas, on n'en sait rien, mais en tout cas, on a des grandes entreprises européennes qui ont besoin de ce marché méditerranéen. Et pour revenir au début, ce que j'ai dit, c'est un marché naturel. Autant l'Afrique de l'Ouest, l'Asie du Sud peuvent être un petit peu plus difficiles malgré des traditions postcoloniales, j'allais dire. Autant la Méditerranée, c'est un espace naturel. On voit comment nos amis italiens le font avec les Croates, les Slovènes, les Albanais, comment nous devons le faire avec le Maghreb, la place évidemment un peu particulière de l'Égypte ou du Liban, et la question évidemment Israël aussi là-dedans. La Turquie, malgré tout ce qu'on pourra dire du régime d'Erdogan, ça reste quand même un grand facteur économique. Et puis n'oublions pas, si on veut de la stabilisation politique, si on veut de la stabilisation démocratique sur la rive sud, eh ben, il faut réinvestir. Et on sait bien que le monde d'après, c'est encore du Made in China, mais peut-être que le monde d'après doit être à nouveau du Made in Med, qui doit être aujourd'hui, mais qui dépend aussi d'investissement. Et par exemple, pour finir, qu'est-ce qu'il y a dans les camions qui vont à Tunis? Eh ben, il y a du Schneider électrique, il y a des pièces pour Airbus, il y a un bateau qui va à Tunis, puis après qui va à Tanger Med pour récupérer des pièces pour l'aéronautique. Donc ces pays-là font aussi de la haute valeur ajoutée, et on a tout intérêt économiquement, parce que les entreprises françaises, quel que soit du maritime, de la logistique, de l'industrie, soient extrêmement présentes sur la rive sud, au Maghreb en premier, et puis en Turquie ou en Égypte de l'autre. Merci beaucoup. Donc on voit déjà beaucoup d'intégration, beaucoup d'échanges économiques entre ces deux rives. On aura l'occasion d'y revenir dans le deuxième flot de questions. J'ai en fait un intervenant qui a un train à prendre, donc on va passer rapidement, un avion même à prendre, donc on va passer rapidement à Nicolas. Nicolas, you have the corporate vision of our panel. Fincantieri is a very, very big maritime shipbuilder. What is your vision? What is your take on what has just been said? We've been talking a lot about financial exchanges, about shipping, about commerce. What is the link between Fincantieri and the Mediterranean area in terms of maritime, of containers? I think we have two links. The first link is about the ships themselves. Because the continuous exchange of goods that is happening between the two shores of the Mediterranean is prompting and will prompt a new wave of new ships that should be built in the future, because the new regulations that require ships to be carbon neutral or less carbon emitting than what they are now, do not cope well with the old age of the Mediterranean fleet. The Mediterranean fleet, due also to the history, to the economic, is quite an old fleet, and as soon as the supply chain that are localized in the Mediterranean will become more and more relevant for Northern Europe, for the northern shore, then you will have to rebuild the fleet, in a sense, to build new ships, just because the fleet that is now available in the Mediterranean is not able to sustain a much larger supply chain, but also to renew the fleet, not only for the goods, but also for the passengers. The Italian fleet, the Croatian fleet that was
quoted before, the Greek fleet, they are all 30 to 40 years old fleet, and they do not any longer meet the requirements in terms of sustainability. So anything that will change will have to deal with new ships being built. The second point, this has also to do with sustainability, is linked with the electrification of the ships and docks. This is a part of activities that we are doing through a subsidiary. There are a lot of ports, Marseille, Seville, Genoa, La Spezia, that are currently undergoing projects in order to electrify their docks and to be able to plug the ships, expecting ships to be electrified too, so that they can operate at zero emission when they are docked and when they are transferring their goods. So these two aspects are what is happening right now, right here, because these are already in progress. Thank you very much. We're going to stay with you for a second round of questions. So staying with the shipping industry, what would you say are the big challenges today? What is at stake? What was the effect of the COVID crisis on the shipping industry, and what are the opportunities of today for the industry? It's a big question. I'll start with energy, so that I link with my previous answer. The first challenge is, of course, being able to help in the energy transition of the northern shore of the Mediterranean. So we know that we are in the middle of a gas crisis. We know that we should be increasing our output of energy, possibly renewable energy. What we are doing right now in Fincantieri is starting to design offshore wind farms. So we are focusing our investments in that area because we feel that what are now drilling ships and offshore platform for gas extraction will become in the future ships servicing offshore wind platform or platform that are able to generate energy, to produce energy, and maybe transform also it in hydrogen using tides, using winds, using solar, or using waves. The second challenge that we see is digitization. This has a lot to do with the supply chains. It's not something that is happening right now in the Mediterranean. There are some prototype projects, some research projects. It's more a northern attitude, the one towards digitization. But the idea is that you don't need to have a fully manned ship to deliver good from one shore to the other of a small sea like the Mediterranean. You can have a semi-autonomous or an autonomous ship. So it means that what today is accomplished partially for cars, and cars have roads, have road signs, shall be accomplishable in principle also for ships. So you should have a ship that set sail from Turkey and gets to Marseille completely autonomously without with a remote supervision or without remote supervision, but this is, I mean, I'm speaking 20 years in the future. COVID crisis, under this point of view, has kicked off a bit the digitization part, while for the energy transition part, the sustainability part, I think we were already on the go. As Fincantieri, we are prototyping ships that are powered by hydrogen. They are small boats, of course. They are just proof of concepts. They are not fully built cruise liners. But it's something that it's undergoing since 20 years ago, more or less. So we are looking at hydrogen since 20 years. For digitization, it really gave a kickoff because a number of problems can be solved by digitizing ships, by digitizing ports, and by digitizing at the end the entire supply chain from one shore to the other of the Mediterranean. Thank you very much, Nicolas. And
Have a good fly. Thank you, and Thank you sorry very I have much. to leave early. Have a nice continuation. Thanks a lot. So to all our, pour notre audience en physique comme en digital, n'hésitez pas à poser des questions à la fin et elles seront retransmises pour Nicolas qui pourra y répondre par email. Donc on va à présent passer sur le volet énergie de notre panel, les questions donc énergétiques en Méditerranée. Et donc je me tourne vers vous Lisa. Comment définiriez-vous finalement le profil énergétique de la Méditerranée? Est-ce qu'il y a des spécificités de l'espace méditerranéen par rapport aux autres espaces, peut-être en termes de consommation ou en termes de mix énergétique? Oui, alors effectivement, pour replacer l'énergie dans la Méditerranée, l'énergie, c'est 1000 millions de tonnes consommées par an en Méditerranée, dans sa globalité. Et en fait, ça représente 7% de la demande mondiale. Alors, il faut le rapprocher du fait que la Méditerranée, c'est 7% de la population mondiale et 7% du PIB. Donc, vous voyez tout de suite la corrélation. Alors, évidemment, vous voyez encore plus la corrélation si je vous dis que c'est une population très dynamique qui s'accroît énormément et on s'attend à avoir plus de 140 millions de personnes d'ici 2030 au sud de la Méditerranée. Donc, ça donne déjà une petite idée. Alors après, pas pour casser le mythe de la transition énergétique, mais bon, la réalité actuelle, c'est que plus de 76% du mix, c'est des énergies fossiles. Hein, donc, et 12%, c'est du nucléaire. Il reste 12% pour les renouvelables. Et la grande part, en fait, c'est l'hydro et la biomasse, dont les biocarburants. Hein. Mais en fait, l'éolien et le solaire ne représentent à l'heure actuelle que juste en dessous de 2,5% du mix. Donc effectivement, il y a encore énormément à faire. Et alors, le plus surprenant, quelque part, si on pense en termes de potentialité, c'est que en fait, toute la demande est au nord et que la plupart des renouvelables, pour l'instant développés, le sont au nord, puisqu'on a plus de 3% d'éolien et de solaire dans le mix au nord, alors qu'on a moins de 1,5% du mix au sud, qui est de l'éolien et du solaire. Donc en fait, en termes d'utilisation en la Méditerranée, on est très pétrole pour tout ce qui est transport et un peu industrie. La génération électrique est passée vraiment au gaz. On a très peu de charbon et on a encore une utilisation de charbon. On a presque 10% du mix qui est du charbon, mais c'est beaucoup d'industriel, d'usage industriel. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve sur les deux rives en fait. Après, la grosse différence, c'est qu'au nord, on a quand même déjà beaucoup renouvelé, passé au renouvelable sur la génération électrique. Donc effectivement, en termes de totalité, parce qu'on a très peu d'usages finaux renouvelables, mais en revanche, on commence à produire énormément d'électricité à travers les renouvelables au nord. Donc on a effectivement plus de 26, même plus que ça, on est à 31% du mix des renouvelables dans le mix. Et en fait, si on regarde à l'électricité décarbonée, comme on inclut le nucléaire, on est à 66% de l'électricité produite au nord de la Méditerranée qui est à partir d'énergie décarbonée. Et le reste étant essentiellement du gaz, très peu de charbon et très peu de pétrole. Au sud, c'est un peu plus contrasté, alors très peu de charbon, hein, mais beaucoup plus de gaz pour la génération électrique. On n'a qu'un quart du mix qui serait fait à partir de renouvelables. Donc c'est vrai que on voit en même temps qu'il reste du potentiel, hein, donc il n'y a pas de souci. Après, il y a vraiment des tendances qui sont dessinées ces dernières années. Donc on a vraiment une décroissance de la demande qui s'est amorcée depuis plus de 10 ans. Depuis 2008, hein, depuis la crise financière au nord et notamment la mise en place par l'Union européenne des 20-20-20. Et puis bon, bien sûr, maintenant on est au-delà avec l'accord de Paris, mais c'est clair que ça a donné un vrai coup de départ sur les renouvelables et sur le changement à la maîtrise de la demande. Parce que je pense que vraiment le volet de la maîtrise de la demande est certainement aussi, voire plus important que celui des renouvelables. Au sud, évidemment, on a encore une demande galopante et c'est normal puisque la population augmente aussi, hein, donc il n'y a pas de secret. Pour vous donner juste un chiffre de mesure, si on voit en taux d'équipement, donc si on regarde le nombre de voitures par habitant en France et en Turquie, on a 4 fois plus de voitures par habitant en France qu'en Turquie. Donc clairement, on est sur oui, si on veut voir les populations du Sud s'équiper autant qu'au Nord, ça demande forcément une augmentation de la demande. Et après, bien sûr, quel type de demande, ça va dépendre effectivement des investissements qui sont faits et des politiques qui seront menées. Voilà pour ce qui est actuellement.
Merci beaucoup pour ce constat. Donc, on le voit, pas mal de difficultés, hein, un mix énergétique qui est encore finalement très axé sur les énergies fossiles. Pour les questions, juste à la fin du round, mais merci. Donc beaucoup encore d'énergie fossile mais une demande qui finalement peut être aller vers la baisse, surtout au nord. Je vais donc passer à la seconde partie de ce débat. On a beaucoup parlé de constats, de faits, de chiffres. J'aimerais qu'on se projette un petit peu et qu'on tente un petit peu un travail prospectif et qu'on essaye de réfléchir finalement aux opportunités. Qu'est-ce qui, finalement, entre les deux rives, aujourd'hui, laisse matière à espérer plus de coopération, peut-être en s'appuyant sur les leviers dont on parlait en introduction, sur le local, sur la digitalisation, pour réussir les grands enjeux qui sont la transition énergétique, vous en avez beaucoup parlé. Donc je vais commencer avec vous à nouveau, Paul. Donc pour repartir finalement sur une vision économique du sujet, quelles sont, à vos yeux, aujourd'hui les principales dynamiques économiques en Méditerranée? On pense aux grands enjeux comme le Covid, comme la transition énergétique dont on a parlé, la digitalisation. Quel impact et qu'est-ce que vous voyez émerger aujourd'hui comme opportunité? Alors c'est évident que le transport maritime, alors je vais prendre la rive sud étroite, c'est-à-dire en fait le Maghreb. Encore une fois, la Turquie est un peu spécifique à cause de sa propre dynamique économique que l'on maîtrise moins qu'on peut le faire au Maghreb. C'est vrai que le grand enjeu pour le transport maritime, c'est de continuer à être un vecteur de mobilité des marchandises qu'on produit éventuellement au sud, et puis on alimente les consommateurs en retour, notamment d'Afrique du Nord, en évitant éventuellement le Made in China, même si on sait qu'il est aujourd'hui envahissant. Tout à l'heure, j'ai eu une expression qui était made in made. Et aujourd'hui, c'est comment on peut continuer à investir, à continuer à utiliser notamment l'Algérie, le Maroc et la Tunisie comme des terrains industriels. On parle souvent de rapatrier en Europe ou en France la relocalisation. Il y a quand même une étape avant, c'est d'utiliser quand même le savoir-faire, les capacités d'investissement et les capacités logistiques qu'a aujourd'hui ces pays-là. Alors, sur la Tunisie, il y a des grandes lacunes à la fois au niveau du port de Radès et le ralentissement du processus du port en eau profonde, mais ça va se mettre. Mais en tout cas, le transport maritime y arrive. On a vu comment le Maroc a quand même utilisé, qui a quand même un TGV aujourd'hui, qui a un grand port moderne au nord, qui va en avoir un deuxième plutôt énergétique d'ailleurs que sur les conteneurs. Donc j'allais dire, la première innovation, c'est continuer à investir dans ces pays-là, continuer à faire, finalement, si on ne met pas un voile de pudeur sur les délocalisations, je préfère qu'elles soient dans le bassin méditerranéen en proximité, comme j'ai dit tout à l'heure, pour des raisons politiques et économiques, plutôt qu'elles enrichissent encore une fois le Made in China. Je suis comme tout le monde un grand consommateur de Made in China à mes dépens. Je ne vois pas pourquoi une partie de la plasturgie bon marché que j'utilise, non pas au quotidien, mais quand il me manque quelque chose, et on l'a tous fait, les marques qu'on connaît un petit peu, pourquoi on a autant de Made in China, alors que, vous savez, dans la vérité, si je mens, au départ, ils faisaient les jeans quand même en Tunisie. Ces jeans qui ont disparu de Tunisie. Alors heureusement, ils sont montés en qualitatif, et c'est peut-être aussi l'intérêt, notamment du Maroc et de la Tunisie, c'est pouvoir monter en qualité du point de vue des productions, et non plus de faire des jeans, mais justement, comme j'ai dit tout à l'heure, des pièces aéronautiques, etc. Pourquoi c'est important? Parce que le transport maritime se met à l'aune de tout ça, mais aussi la logistique. Et on arrive aussi au numérique. Aujourd'hui, le numérique, notamment, est en train de la digitalisation, en train d'être une couche au-dessus du physique en termes de déplacement des marchandises. Et là, on a un intérêt et on voit qu'il y a encore, là, il peut y avoir un décalage. C'est-à-dire qu'on peut avoir encore un peu de retard, notamment, et toute la modernisation qu'on attend des infrastructures, des systèmes du Maghreb doit être rattrapée et se fera aussi par le numérique parce que justement les grands donneurs d'ordre ont besoin de ça. On a du savoir-faire, par exemple une grande entreprise à Marseille qui s'appelle MGI qui est dédiée justement à ce qu'on appelle les systèmes d'information portuaire mais qui peuvent aussi être cargo, la e-logistique, etc. Et le transport maritime s'adapte très vite, on l'a dit tout à l'heure, en termes d'environnement mais aussi en termes d'innovation technologique. Et je crois que c'est vraiment l'avenir, c'est de porter, essayer au maximum, même si on n'a pas les réponses. Les Marocains ont été très grands, ils n'ont pas eu besoin que des Français, ils se sont appuyés sur des grandes sociétés internationales pour développer leur port. Les Chinois seront là, mais ils ne feront pas tout.
Les Chinois, ils nous donnent des conteneurs avec dedans des produits bon marché ou technologiques et ils fournissent des ports clés en main. Mais ils ne feront pas tout le reste. Et le reste, on le sait, c'est aussi les communautés économiques. Si le port de Marseille est fort, c'est parce qu'il y a une communauté économique traditionnelle qui travaille avec l'Afrique du Nord. Et justement, en gros, ça reste la Méditerranée. C'est-à-dire ce fonctionnement traditionnel de commerce qui perdure au fil des décennies, qui change forcément. Dans les années 70, on fournissait à la Libye des choses qui finissaient boraquées parce que la Libye s'achetait tout et n'importe quoi avec ses pétroles. Aujourd'hui, il y a d'autres choses à faire avec la Libye, mais elle devra se reconstruire et elle se reconstruira forcément avec les pays de la rive nord. Juste une chose, j'avais marqué, pas oublier, l'Italie a dépassé la France en termes d'investissement en Tunisie, comme l'Espagne au Maroc, ce qui prouve aussi que des fois la France perd un petit peu ses marchés traditionnels et c'est là où sont les gains, au moins du point de vue des investissements, puisque les acteurs maritimes sont extrêmement présents. Tout a été dit tout à l'heure un petit peu sur l'environnement, sur l'innovation, des grandes compagnies comme CMA CGM, la Méridionale encore une fois, Corsica, Linea qui va avoir un nouveau bateau fabriqué en Italie avec du GNL. Donc on voit aussi comment nos compagnies et nos ports doivent se moderniser. On a parlé d'électrification. Ce qui est fait au nord, encore une fois, sera peut-être fait au sud. Des technologies, des savoir-faire qui seront faits dans les ports méditerranéens français pour notamment être développés demain en Afrique du Nord. Et si c'est pas nous, c'est ou les Italiens, voire au pire les Chinois. Donc toujours cette histoire d'une très grande concurrence. Un marché naturel depuis 3000 ans. Mais aujourd'hui qui s'est globalisé finalement et aussi dans les fils de la concurrence de la globalisation. Merci beaucoup pour ces réponses très diverses et qui montrent qu'effectivement, voilà, beaucoup d'enjeux encore, mais aussi beaucoup d'opportunités et de commerce. On le voit du côté du Maroc, de la Tunisie, beaucoup de projets, le port de Tanger, vous en avez parlé, un TGV, et on peut peut-être voir à échelon 4, 5, 10 ans des nouvelles coopérations se faire. On va revenir sur l'énergie à présent. Pour revenir donc sur la période Covid qui a été également finalement riche en catastrophes environnementales. On pense aux méga incendies de cet été, à des sujets de biodiversité qui ont été portés par l'UICN, par le One Planet Summit à travers l'année. Est-ce que cette transition énergétique aujourd'hui, elle se manifeste, vous diriez, dans les sociétés méditerranéennes? Quelles sont les actions concrètes qui sont mises en place? Est-ce qu'après, il n'y a pas des bonnes mauvaises nouvelles, si j'ose dire, comme la découverte de gisements en Méditerranée, qui viendraient finalement remettre en question cette transition qui débute? Oui, alors beaucoup de choses qui se passent effectivement en Méditerranée, mais bon, c'est classique. La Méditerranée, il y a toujours quelque chose qui se passe. Beaucoup de choses depuis toujours, je pense. 4000 ans, effectivement, ça continue. Alors, effectivement, le Covid, alors on a l'habitude des crises en Méditerranée, que ce soit les conflits, les pandémies, les catastrophes. Et finalement, quand on observe sur les tendances, en termes d'énergie, en tous les cas, dès que le ponctuel est passé, que ce soit une crise, une guerre, une pandémie, les niveaux de consommation énergétique reviennent très très vite au niveau pré-crise. Donc ça, c'est pas quelque chose en termes de long terme qui affecte. En revanche, ce qui change beaucoup de choses, c'est que la pandémie a fait réfléchir et on a parlé justement des problèmes de proximité, de se rendre compte qu'on avait peut-être beaucoup plus besoin de nos voisins que ce qu'on pensait, et aussi sur les problèmes de changement climatique, effectivement. Mais pour dire vrai, oui, effectivement, le changement climatique pousse beaucoup. On a vu le Green Deal européen, donc le zéro carbone, a pris un envol absolument hallucinant. Parce que nous, quand on a commencé l'étude fin 2019, c'était quelque chose, les gens nous riaient au nez. Oui, bon, c'est utopique, on peut faire un scénario zéro carbone. Bref, personne n'en parlait. Au fur et à mesure qu'on avançait, les plans commençaient à tomber, les pays s'y mettaient. Et maintenant, le Sud s'y met. Alors attention, les raisons ne sont pas les mêmes. En fait, au nord, on a beaucoup effectivement les problématiques de changement climatique et pourtant toute la zone est affectée, sud comme nord. En revanche, ce qui vraiment mobilise le sud autour du zéro carbone, c'est la dépendance énergétique, les problèmes de sécurité énergétique, et ça fait un bout de temps que ça crée d'énormes conflits et de problématiques au sud et au nord d'ailleurs, puisqu'on en subit les conséquences. Et donc c'est quelque chose qui fait qu'effectivement se diversifier, ne pas avoir un approvisionnement seul. Donc l'Europe évidemment aimerait dépendre
dépendent moins de la Russie, mais le Sud, ils sont extrêmement dépendants. Et en fait, même les producteurs, finalement, ont vu leurs exportations et donc leurs revenus, leurs rentes diminuer drastiquement. Enfin, l'Égypte est devenue à un moment importateur. Enfin, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que la demande explose tellement et ils sont du coup, donc pour eux, c'est extrêmement important de se diversifier. Et on voit en Turquie, en Égypte, on a eu beaucoup de projets de charbon, hein, donc ça fait un peu peur au niveau changement climatique. Heureusement, on est un peu revenu là-dessus. Donc on voit qu'au sud, tout ce qui est prévu, effectivement, c'est du zéro carbone, mais par tout moyen possible. Donc on a le nucléaire qui revient. Et surtout une diversification, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors clairement, hein, le solaire, l'éolien, donc on voit et on s'attend, si on veut atteindre ces objectifs de zéro carbone, à une poussée extrême. Il va falloir développer en fait toutes les technologies à fond, et même celles qui sont pour l'instant pas au point, hein, parce qu'on parle de l'hydrogène et l'intervenant sur Fincantieri l'a bien montré, Nicolas, que pour l'instant c'est des prototypes, mais avec bon espoir que ça se développe. Mais clairement, un futur que renouvelable, on voit bien en ce moment, hein, pas de vent, une demande qui explose dans le monde, les prix du gaz explosent. Donc il y a vraiment besoin de pouvoir gérer la variabilité. Bon, de toute façon, on parle de 2050 pour les pays du Sud, c'est du zéro carbone plutôt à 2060. Et de toute façon, même à 2050, on se débarrasse du pétrole et du charbon. On a presque plus de pétrole, on n'a plus du tout de charbon, mais on a encore du gaz. Et le gaz va être le fuel de transition pour atteindre le zéro carbone, pour décarboner progressivement et pour réduire les émissions. Donc automatiquement, la découverte de nouveaux gisements est nécessaire et va accompagner la transition énergétique. Donc c'est pas du tout antinomique avec ce phénomène. Après, ce qui vraiment va être, à mon avis, dans un sens plus un défi, mais en même temps qui va ouvrir beaucoup d'opportunités d'investissement parce que ça couvre tous les secteurs de l'économie, c'est le fait qu'en fait, dans le zéro carbone, ce qu'il y a, bon évidemment, on change nos voitures, on met de l'électrique, on se chauffe avec des énergies renouvelables, etc. Mais il faut qu'on la baisse, cette demande. Et l'exemple du transport, encore une fois, le transport, oui, très bien, il va falloir le passer, tout le monde va passer à l'électrique, à l'hydrogène, au biocarburant. Donc déjà, on voit le chantier que c'est, les potentiels d'investissement et le besoin d'investir dans la technologie. Mais en plus de ça, il faut baisser notre consommation dans le transport de 42%. C'est-à-dire qu'il ne suffira pas de conduire d'électrique, il faudra la conduire 2 fois moins. Donc on voit tout de suite la problématique, c'est qu'il va falloir changer à des modes de transport complètement différents, mais à des sociétés complètement différentes. Et là, le Sud a un énorme avantage, c'est qu'eux, ils sont en train de construire le futur parce qu'ils ajoutent de la demande. Donc eux, ils construisent des nouvelles villes, ils construisent des nouvelles choses. Donc c'est beaucoup moins coûteux et c'est beaucoup plus simple de se mettre à faire du efficace, du efficient, etc. avec les technologies qui existent, hein, et parfois c'est même moins coûteux ou pas beaucoup plus coûteux que dans des pays du Nord où effectivement on est sur il faut remettre au goût du jour, il faut arrêter des centrales, tout ça c'est un coût supplémentaire et c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on a quantifié aussi, donc on est sur du 6 trilliards d'ici 2050, sachant qu'en fin de compte il y a le coût de l'inaction en fait qu'on n'a pas mesuré et qui en fait dépasserait, d'après les premières estimations qui ont été faites par l'IFSC et par d'autres, et l'OCDE, ça dépasserait largement le surcoût. C'est-à-dire que sur un scénario tendanciel. Donc si on prend en compte ce qui se passe maintenant, les tendances actuelles, avec les avancées, hein, avec le fait qu'on met des renouvelables et qu'on a quand même quelques targets, quelques objectifs qui ont été signés par les pays du Sud, etc. Mais à minima, hein, quand on regarde l'accord de Paris à minima, on est quand même sur quasiment les mêmes tendances que les 30 dernières années. C'est-à-dire qu'on se retrouverait à plus de quasiment 40% en plus de demande énergétique d'ici 2050 si on ne fait que ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc c'est clair que c'est pas soutenable. En revanche, ça coûterait quand même 4 milliards. Enfin 4 trilliards. J'arrive du mal avec mes... mais du coup, 4 trilliards contre 6 trilliards, effectivement, on est sur du presque plus de 50% en plus si on passe sur le zéro carbone. Mais c'est surtout la réallocation. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est plus que dans l'énergie. Pour atteindre zéro carbone, on est en train de parler sur tout ce qui se passe dans la société civile, dans l'économie. Il faut repenser intégralement les villes, les jobs, le transport, l'industrie. Et ça, c'est pas que de l'énergie en fait. Hein. Donc du coup, effectivement, c'est difficile parce que c'est plus simple dans un sens de dire je finance une centrale que je finance plein de pans de l'économie en espérant que les comportements changent, etc. Donc c'est là que se trouve le challenge, à mon sens, même
si celui des renouvelables évidemment se pose aussi. Et clairement, la digitalisation est clé, mais plus que clé. Et les infrastructures, et c'est là qu'on revient à la proximité, c'est que c'est beaucoup plus simple d'avoir des interconnexions avec nos voisins que d'aller le chercher en Chine. Donc clairement, les interconnexions, qu'elles soient gaz, électricité, elles se feront plus simplement avec nos voisins. Et on a effectivement cette problématique de développer des bonnes relations, de pousser au dialogue et à la coopération, parce que c'est win-win pour tout le monde, et quelles que soient les raisons. C'est-à-dire que ce soit parce que changement climatique ou pour diversifier le mix, et de toute façon, tout le monde y gagne. Donc voilà mon intervention. Merci beaucoup Lisa. Donc on retiendra le chiffre de 6 trilliards d'ici 2050, qu'il faut intégralement repenser nos modèles de société. Je vais passer à présent aux questions du public. Préparez-les le temps que vous réfléchissiez peut-être à formuler vos questions. J'ai demandé à Eva peut-être une petite réaction sur tout ce qui vient d'être dit en termes géopolitiques, peut-être ce que ça augure pour les années qui viennent en Méditerranée. Bien sûr, ces échanges étaient forcément très intéressants. On voit vraiment que la région méditerranéenne est à la fois un espace qui concentre les enjeux de long terme, les enjeux de transformation de long terme, et à la fois un espace où le changement est constant et où le changement est fait au sud, est fait par d'autres puissances qui ont des intérêts dans cette région. Et donc, il y a eu des mots qui ont été dits en début d'atelier, qui est de penser la Méditerranée comme un espace naturel. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus fait au sud, où cette identité méditerranéenne est peut-être plus forte, et donc en termes d'opportunités, la Méditerranée est tout de suite intégrée dans ce potentiel de développement. Et il y a sûrement un état d'esprit peut-être à avoir également de ce côté de la rive, et penser cette Méditerranée comme un espace naturel de nos développements, du potentiel d'innovation, et comme un espace à intégrer dans toutes nos perspectives de transformation à venir, que ce soit dans le secteur du transport maritime, de l'énergie, du tourisme et bien d'autres. Merci Eva. Donc pensez un petit peu moins Chine, États-Unis, pensez un petit peu plus rive sud, rive nord. Donc je laisse la parole aux questions. Je vois qu'on en a une. Oui, bonjour. Justement, pour rebondir un peu sur l'aspect espace naturel de la Méditerranée, je souhaiterais avoir votre avis sur la tendance actuelle du gigantisme maritime et un petit peu son impact sur l'espace méditerranéen. Quels sont les enjeux pour vous? Est-ce qu'on part plus sur du risque maritime, sur l'aspect capacité portuaire, risque environnemental? Voilà, j'aimerais bien un petit peu avoir votre avis là-dessus. Merci beaucoup. Alors, les acteurs de l'industrie maritime considèrent que le gigantisme est plutôt une solution qu'un problème. D'abord parce que le bateau est tellement gros que c'est plus difficile qu'il coule, ça peut être le cas. En termes d'efficience énergétique, vous faites le calcul, et je l'ai fait pour les passagers aussi. Vous mettez, le calcul est récent, un passager d'un navire de croisière de 5000 consomme 50 litres d'essence de carburant par jour. Sur un bateau de 2000 passagers, on monte à 75 litres, et s'il n'y a que 200 passagers, on est peut-être à 120 litres. Donc évidemment, je suis d'accord que le gigantisme, ça fait peur, c'est des trop grands navires, on connaît les débats sur Venise, etc. Sur les porte-conteneurs, c'est un peu la tendance, je suis désolé, pour que mon téléphone coûte que 1 centime de 1,50 € de transport maritime, et il faut un très grand navire. Même s'il était moins grand, il coûterait 2 €, donc c'est pas beaucoup, ou 10 €, c'est pas les... Donc pour l'instant, on est sur le gigantisme. Par contre, ça pose un problème. C'est vrai qu'il faut adapter les ports. Marseille, par exemple, doit le faire un jour. On a le cas de Tanger-Med, justement, Enfida, port en eau profonde. C'est le but de Cherchell aussi, le grand port algérien. Alors est-ce que c'est intéressant pour nous? Pour l'instant, c'est des va-et-vient vers de la France ou l'Italie, ou des grands bateaux de Chine. Ça pose... Pour l'instant, le gigantisme n'est pas... Il est encore à notre échelle, mais encore une fois, je viens du monde maritime, donc je plaide un peu pour ma paroisse. Ce n'est pas un problème, entre guillemets, aujourd'hui, c'est plutôt de l'efficience. Après, c'est comme la 380, on peut le comparer. C'était une bonne solution, et on s'aperçoit que la 350 est plus adaptée à la fois au marché, à la taille de l'aéroport, etc. Donc peut-être que le gigantisme peut aussi reculer parce qu'on préférera un navire moyen, plus souple et économique, plutôt qu'un espèce de monstre qui rentre que plus dans 3 ports européens. Voilà, si je peux répondre à votre question. Merci beaucoup Paul. On a une autre question qui nous vient. Oui, en fait, j'ai 2 questions, parce qu'il y en a une qui est hyper simple. Tout à l'heure, Madame Guerrera, je crois, elle a parlé du 20-20-20, et je me demandais ce que c'était. Et mon autre question, c'était plutôt
En termes de politique, il y a eu des sommets des chefs d'État méditerranéens, l'initiative de Nicolas Sarkozy. Et ensuite, il y en a eu d'autres, je crois. Qu'est-ce qu'il en est ressorti concrètement? Est-ce qu'il y a eu des choses qui en sont ressorties? Voilà, je vais répondre vite fait. En fait, le 20-20-20, c'était le précurseur de l'accord de Paris. C'était l'Union européenne qui avait qui avait mis les objectifs de faire 20% de renouvelables, 20% d'efficacité énergétique et 20% de CO2 en moins à 2020. En fait, bon, on n'y est pas tout à fait, mais ils ont quand même bien amorcé le processus et ils ont entraîné avec eux le sud de la Méditerranée. Hein. Donc c'est vraiment une façon d'être leader quand même, de participer à un truc plus global et plus régional. Et sur la politique, je pense qu'on va laisser Eva rebondir. Sur la deuxième partie, en effet, oui, 2008, création de l'Union pour la Méditerranée. Donc, ce qu'il en est ressorti, déjà, et ça peut paraître peu, mais c'est des échanges et des dialogues entre des pays qui, souvent ne se parlent pas. L'Union pour la Méditerranée, c'est l'ensemble des pays du pourtour méditerranéen qui se retrouvent pour parler de sujets de coopération régulièrement au niveau des chefs d'État, au niveau des ministres, au niveau des points de contact avec des pays qui traditionnellement refusent même de siéger parfois les uns à côté des autres. Et puis on a une logique qui s'est un peu transformée depuis, bien sûr, les 2011, les révolutions dans le monde arabe, qui est une logique vraiment dans ces enceintes de dialogue et surtout dans la politique méditerranéenne de la France d'appui sur les sociétés civiles. Donc on est forcément sur un dialogue bilatéral et multilatéral d'État à État, mais on est également sur une prise en compte plus forte de ce qui se passe dans les sociétés civiles, des changements qui sont en cours, des transitions et du soutien, notamment l'Union pour la Méditerranée a d'ailleurs enclenché une certaine transition dans sa manière de fonctionner vers des projets, des acteurs au-delà du niveau étatique, le niveau infra-étatique, notamment en termes de coopération décentralisée. On a beaucoup parlé de villes, donc notamment Marseille, grande ville méditerranéenne. Les régions se parlent, échangent, font ensemble sur des sujets d'intérêt commun, donc notamment l'environnement, la biodiversité. Je pense que c'est les grands traits de la politique méditerranéenne de cette dernière décennie. Merci Eva. Le timing est terminé, mais avant de remercier mes experts, je vais juste donner le mot de conclusion à Paul qui voulait rebondir. Non, je voulais dire qu'en Méditerranée, on a un vrai problème quand même, c'est la nature des régimes politiques, de leur qualité économique, de leur intégration ou pas, et finalement les investissements, les échanges. Je pense à l'Algérie versus le Maghreb, la Turquie versus l'Égypte, le Liban, la Syrie quand elle existait encore. Ça reste quand même une des problématiques du monde méditerranéen. On l'a dit, c'est à la fois un espace de paix, des fois un peu compliqué, et l'économie est des fois en miroir avec cette complexité. Et puis on a oublié quelque chose, c'est aussi les pays du Proche et du Moyen-Orient, notamment les puissances du Golfe qui souvent en économie sont importantes et sont des acteurs aussi en Méditerranée. Et il est important pour la France qui a des relations particulières avec le Qatar ou les Émirats de voir aussi que font ces entreprises-là. Il n'y a pas que les Chinois dans ce monde méditerranéen. Et juste pour terminer, on a fait une note de synthèse cette année qui s'appelle Proche et Moyen-Orient, et la prochaine au mois de novembre sera sur le Maghreb maritime et portuaire, justement pour donner quelques clés de l'économie maritime quand elle est en connexion souvent avec la géopolitique ou la géoéconomie. Voilà, je voulais conclure sur ma paroisse. Merci. Merci beaucoup. Je remercie vraiment beaucoup tous les trois et également Nicolas qui a dû nous quitter. Mais voilà, j'espère que vous avez tous beaucoup appris, trouvé des réponses à vos questions, peut-être trouvé des nouvelles questions. Voilà, n'hésitez pas à venir leur parler après. Et merci encore beaucoup. Vous pouvez les applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Julie aussi, qu'on peut applaudir également, qui a été une excellente animatrice. Merci à tous nos intervenants. Je voudrais rappeler donc le sommet des deux mondes en février. Le Forum des mondes méditerranéens. Est-ce qu'il y aura de l'information sur le site du ministère? Oui, bien sûr, l'information va arriver très rapidement. J'insiste sur le terme forum, car sommet en diplomatie, c'est un terme qui relève plutôt des États. Forum, vraiment centré sur les sociétés civiles. Et également, on a un événement pas de la même mesure, mais avec Ciparex et avec Afrique Invest, nos partenaires dans Euromed Digital.
On a un forum digital le 18 novembre, donc voilà, on aura de l'information sur euromed-capital.com sur ce forum qui parle aussi des opportunités, mais plus liées à la global supply chain. Et merci à tous. Dernière annonce, dernière invitation pour Emerging Valley, qui est donc notre sommet des startups émergentes Europe-Afrique, qui a lieu tous les ans à Marseille. Et on vous attend tous les 13 et 14 décembre en digital ou en physique pour parler tech, Europe et Afrique. Merci.